Du sang coule sur le visage de Darius Whitfield tandis que 3 policiers rient, l'un d'eux ricanant, appelait tous ceux qui s'en soucient. Les doigts tremblants de Darius composent un numéro, sa vision brouillée par la douleur et l'humiliation, lorsqu'une voix autoritaire répond à l'autre bout du fil, Général Robertson à l'appareil. Le restaurant tombe dans un silence soudain et assourdissant. Les sourires narquois des officiers s'évanouissent, leur bravade se dissout comme de la fumée, même si leur caméra corporelle continue d'enregistrer chaque instant de la scène qui se déroule. Avant de plonger dans cette incroyable histoire de justice, de courage et de rédemption, prenez un moment pour réfléchir à l'endroit d'où vous regardez. Appuyez sur ce bouton j'aime si vous pensez que personne ne devrait jamais être jugé par la couleur de sa peau. Abonnez-vous et rejoignez notre communauté qui lutte pour l'égalité. Maintenant, remontons le temps et découvrons comment Darius s'est retrouvé au cœur de cette confrontation qui a changé sa vie. Le sergent Darius Whitfield n'avait jamais imaginé qu'il finirait sans abri, errant sans endroit où se reposer, après avoir servi son pays avec un honneur et une distinction inébranlables pendant 12 longues années. L'ancien sergent de reconnaissance de la Marine Force, hautement décoré, avait obtenu à la fois la Bronze Star et le Purple Hat au cours de son service, risquant sa vie à maintes reprises pour un pays qui semblait désormais l'avoir mis de côté sans arrière-pensée. 3 mois plus tôt, l'immeuble où il vivait avait été soudainement condamné en raison de graves problèmes structurels. En un clin d'œil, Darius et 20 autres familles ont été forcées de se démener pour trouver un logement sur le marché déjà surpeuplé et compétitif de Westbrook, en Pennsylvanie. Alors que la plupart des locataires parvenaient à compter sur leur famille ou à puiser dans leurs économies pour obtenir rapidement de nouveaux appartements, Darius s'est retrouvé pris au piège dans un cauchemar bureaucratique. Il a été pris dans les lentes et écrasantes machines du bureau des anciens combattants, ses prestations étant bloquées dans les limbes du traitement. N'ayant nulle part où aller, il s'est réfugié dans sa Honda Civic 2010 patinée, le même véhicule qu'il avait autrefois ramené chez lui depuis la base militaire et qui lui sert désormais d'abri temporaire. Malgré 3 missions épuisantes en Afghanistan, où il s'est distingué à maintes reprises notamment en sauvant toute son équipe lors d'une embuscade dévastatrice à l'extérieur de Kandahar, la transition vers la vie civile s'est avérée être une bataille difficile. Les faibles prestations d'invalidité qu'il recevait couvraient à peine l'essentiel, et l'énorme arriéré du V a signifié que sa demande d'aide au logement était restée bloquée en examen pendant plus de 90 jours. Ce mardi matin d'octobre, Darius comptait les billets froissés dans son portefeuille en cuir usé, 27,35 $. Assez pour un repas chaud, peut-être un quart du réservoir d'essence s'il avait de la chance. Il s'est garé sur le parking fissuré du Rosie's Diner, un petit établissement en bord de route à la périphérie de Westbrook, une ville à prédominance blanche, où sa présence ressemblait souvent à une ombre indésirable. La cloche au-dessus de la porte tinta faiblement lorsqu'il entra. Il remarqua immédiatement le silence qui s'abattit sur la salle, bref, mais indéniable, alors que plusieurs clients interrompaient leur conversation pour jeter un coup d'œil dans sa direction. Darius s'était habitué à cette réaction. Les mêmes regards inquiets, les mêmes jugements tacites le suivaient dans chaque espace inconnu où les visages noirs étaient rares. Il choisit une cabine dans le coin le plus éloigné, se positionnant instinctivement de manière à avoir une vue dégagée sur l'entrée et les portes de la cuisine, une habitude gravée dans ses os après des années de combat. Alors qu'il parcourait le menu, calculant mentalement quel plat offrirait le plus de calories pour le moins cher, ses pensées revinrent à son dernier déploiement. Il pouvait presque entendre la voix grave du général William Robertson résonner dans sa mémoire pendant la cérémonie de remise des médailles. « Sergent Whitfield, votre courage sous le feu ennemi a sauvé des vies américaines. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi directement. Ce pays vous doit une dette que nous ne pourrons jamais entièrement rembourser. » Le général lui avait remis une carte avec un numéro personnel. Darius l'avait rangé, reconnaissant mais ne s'attendant jamais à l'utiliser. Et pourtant, il était là. Ses pensées furent interrompues par une jeune serveuse latina qui s'approcha avec un sourire chaleureux et sincère. Son badge indiquait « Elena Martinez ». « Bonjour, puis-je vous servir un café » demanda-t-elle, sa gentillesse contrastant fortement avec la curiosité froide des autres clients. « Oui, s'il vous plaît » répondit Darius en lui rendant son sourire. « Je prendrai le petit déjeuner spécial, des œufs au plat. » Elena nota sa commande et marqua une pause. « Tu es nouveau en ville. Je ne t'ai jamais vu ici. »« Je passe juste » répondit Darius automatiquement, la même réplique répétée, celle qu'il avait utilisée des dizaines de fois pour esquiver des questions plus profondes. Alors qu'elle s'éloignait, Darius aperçut un couple blanc âgé assis à une table voisine qui chuchotait en le regardant. Il a reconnu la routine. Les yeux méfiants parcourant les coutures de son manteau délavé, le jugement silencieux tissé dans chaque regard.
s'il avait été en uniforme et avec ses médailles brillantes, la réaction aurait été totalement différente. Il en avait été témoin trop souvent, comment l'uniforme adoucissait les soupçons, comment sans lui il n'était qu'un autre homme noir à surveiller, à interroger, à douter. Son repas arriva et Darius mangea lentement, savourant la chaleur de la nourriture, la laissant l'ancrer, essayant d'ignorer les regards qui lui piquaient encore la nuque. Il était à mi-chemin lorsque la cloche sonna à nouveau et 3 policiers de Westbrook entrèrent dans le restaurant. Le sergent Richard Preston a ouvert la voie, suivi de près par les officiers Jason Matthews et Michael Cooper. Même sans regarder, Darius pouvait sentir leur attention se déplacer vers lui. Ce 6e sens, aiguisé non seulement par la guerre, mais aussi par des années de profilage, l'a averti avant que leurs bottes ne cessent de résonner sur le sol carrelé. Ils gardaient les yeux rivés sur son assiette, mais leur voix portait. Il pouvait entendre les rires étouffés, les commentaires murmurés, et il savait qu'il était le sujet. Helena revint, remplit tranquillement son café et se pencha légèrement pour murmurer « Tout va bien », ses yeux se tournant vers les officiers. « Bien, merci », murmura Darius, reconnaissant de sa solidarité silencieuse. Il connaissait le sergent Preston de réputation. D'autres vétérans de couleur du VA avaient parlé de lui, des plaintes déposées et enterrées, des modèles ignorés, d'un système qui protégeait ses propres. Darius termina son repas et calcula un modeste pourboire, sachant qu'il ne pouvait pas se le permettre mais l'offrant quand même par respect. Alors qu'il cherchait son portefeuille, il vit Preston se lever et s'approcher, sa démarche délibérée, calculée et le genre de mouvement que Darius avait vu d'innombrables fois avant une confrontation. Les autres clients feignaient le désintérêt, mais il pouvait sentir leurs yeux fixés sur le stand. Preston s'arrêta à côté de lui, la main posée nonchalamment sur son arme dans son étui. « Bonjour, monsieur », dit Darius d'une voix égale, la discipline militaire guidant son ton, même si le malaise s'enroulait dans ses entrailles. Preston n'a pas répondu de la même manière. « Je vais avoir besoin de voir une pièce d'identité, dit-il d'un ton neutre, l'ordre dans sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « Puis-je vous demander pourquoi » répondit Darius, calme mais alerte, son pouce accélérant. « Vous correspondez à la description de la personne que nous recherchons, » répondit sèchement Preston. À ce moment-là, Matthews et Cooper s'étaient placés derrière lui, l'encerclant des 2 côtés. Derrière le comptoir, Helena remarqua le changement et souleva discrètement son téléphone, l'inclinant pour enregistrer tout en faisant semblant de faire défiler. Darius prit une inspiration, se stabilisant. « Je comprends, monsieur l'agent, j'obtempérerai. Mais j'aimerais savoir à quelle description précise je corresponds. » La mâchoire de Preston se serra, clairement irritée. « Homme, noir, environ 1,80 mètres. Arrêtez de poser des questions et montrez-moi une pièce d'identité avant que je ne vous considère comme peu coopératif. » Le restaurant était devenu complètement silencieux. Certains clients regardaient avec malaise, d'autres avec une sorte de satisfaction. Un homme blanc plus âgé au comptoir hocha légèrement la tête, comme pour dire « c'est vrai ». Darius attrapa lentement son portefeuille. « Je cherche mon portefeuille dans ma poche arrière, monsieur, dit-il clairement. » Cooper se tendit immédiatement, la main planant au-dessus de son arme. « Bouge lentement », aboya-t-il. Darius s'exécuta. Il a remis sa carte d'identité et Preston l'a examinée comme si elle était contrefaite. « L'adresse de Westbrook », murmura Preston, mais il est écrit que cet immeuble a été condamné. « Alors, où logez-vous » ? « Je suis actuellement entre 2 résidences permanentes », répondit prudemment Darius. « Je suis un ancien combattant et j'attends une aide au logement du ministère des anciens combattants. Mes prestations sont en cours de traitement. » Les officiers échangèrent des regards. Preston renifla, « Un vétéran, hein ? » « Ouais, c'est ça, et je suis secrétaire à la défense. » Matthews a ri, ajoutant, « Beaucoup de choses se passent comme ça, tous les mendiants du centre-ville ont soudainement servi en Afghanistan. » Darius serra la mâchoire, mais garda sa voix égale. « J'ai effectué 3 missions au sein de la Marine Force Recon, monsieur. 12 années de service. » Preston se pencha. Darius pouvait sentir le mélange de café et de cigarette dans son haleine. « Vous savez ce que je vois » dit l'officier. « Je vois un gars qui a l'air accro, qui a probablement dépensé son argent en drogue plutôt qu'en loyer. » Tandis qu'il parlait, la main de Preston effleura, accidentellement, le verre d'eau de Darius, le renversant. De l'eau froide s'est répandue sur la table et sur les genoux de Darius. « Oh, mon erreur » dit Preston avec une fausse inquiétude. Darius se leva instinctivement, essayant d'empêcher l'eau de tremper son seul pantalon propre. « Monsieur,
je vais vous demander de vous rasseoir immédiatement, aboya Cooper, d'un ton sec et accusateur, comme si Darius avait fait quelque chose de mal. Il s'énerve, dit Matthews d'une voix forte, projetant un faux récit à l'ensemble du restaurant. Darius se rassit lentement, ses mains clairement visibles sur la table. J'ai aussi ma carte des anciens combattants dans mon portefeuille, dit-il d'une voix ferme. Il tendit la main vers le portefeuille, celui que Preston tenait toujours dans sa main. Il tend la main, s'exclama soudainement Matthews, et avant que Darius ne puisse réagir, Preston et Cooper l'avaient déjà attrapé violemment, le tirant hors de la cabine. En quelques secondes, Darius fut projeté face contre terre sur le sol en linoléum, l'impact lui ouvrant la joue tandis que la douleur explosait sur son visage. « Arrête, il ne faisait rien de mal », s'écria Helena derrière le comptoir, son téléphone enregistrant toujours, la voix tremblante d'indignation et de peur. « Restez en arrière, mademoiselle, c'est une affaire de police », aboya Cooper sans la regarder. Depuis la cuisine, la propriétaire du restaurant, Rosa Thompson, est apparue, son visage exprimant la détresse, déchirée entre l'horreur qui se déroulait dans son établissement et la crainte de représailles de la part des forces de l'ordre. « Est-ce vraiment nécessaire ?» demanda-t-elle, la voix hésitante, ses mots tremblant sous le poids de la peur. Preston ne répondit pas, resserrant plutôt les menottes sur Darius avec des mains rugueuses tandis que le sang commençait à couler librement de la coupure sur son visage. Au cours de la bagarre, le portefeuille de Darius était tombé au sol, son contenu se répandant sur le sol, parmi lesquels sa carte d'identité militaire, affichant clairement son nom, son grade et ses décorations militaires. Matthew l'a vu gisant là, sans aucun doute possible, mais d'un mouvement de pied, il l'a jeté sous la cabine sans un mot. Ce qui s'est passé ensuite deviendra plus tard le point central d'une enquête fédérale. Pendant que Cooper maintenait Darius immobilisé, Preston fouilla dans sa propre poche, en sortit un petit sac en plastique et le glissa discrètement dans la veste de Darius. Une seconde plus tard, il fit semblant de le découvrir, sa voix forte, théâtrale. « Eh bien, qu'est-ce qu'on a là ?» annonça-t-il en brandissant le sac bien haut pour que tout le monde puisse le voir, son sourire narquois froid et triomphant. On dirait que notre héros de guerre a des explications à fournir. Les mains d'Helena tremblaient tandis qu'elle continuait à enregistrer, capturant chaque mouvement, chaque mot, chaque tromperie avec une clarté cristalline. « Ce n'est pas à moi, » dit Darius d'une voix basse mais ferme, toujours face contre terre. « Je n'ai jamais pris de drogue de ma vie. Tu viens de me la planter. Tu résistes à l'arrestation et maintenant tu portes de fausses accusations contre des officiers, » dit Matthews avec une fausse consternation, secouant la tête en signe de désapprobation exagérée, « Tu te creuses un trou encore plus profond, mon pote. » Preston tira Darius sur ses pieds, les menottes mordant ses poignets, ses bras tordus derrière lui à un angle anormal. Le sang coulait maintenant librement sur le visage de Darius, tachant le col de la chemise blanche qu'il avait soigneusement nettoyée dans les toilettes d'une station-service la nuit précédente, dans l'espoir d'avoir l'air convenable pour un simple repas. Alors qu'il le traînait vers la porte, Darius leva les yeux vers Helena. Leurs regards se sont croisés. Dans ses yeux, il vit à la fois la terreur et la détermination. Elle enregistrait toujours, se tenait toujours, témoignait toujours. « Tu as le droit de garder le silence », commença Preston d'une voix monotone et robotique tandis qu'il poussait Darius dehors dans la nuit. « Tout ce que vous dites peut et sera utilisé contre vous devant un tribunal. » Le restaurant était devenu complètement silencieux. Personne n'a bougé, personne n'a parlé, personne ne s'est levé pour contester ce qui venait de se dérouler. Seuls Helena et Rosa échangèrent un regard, empli de l'angoisse silencieuse de deux femmes qui reconnaissaient l'injustice quand elles la voyaient, mais n'avaient aucun moyen clair de l'arrêter. La porte de la voiture de patrouille claqua avec un bruit métallique. Darius ferma les yeux, ses lèvres goûtant le goût piquant du sang, l'acier froid des menottes mordant sa peau. Ce qui avait commencé comme une soirée paisible s'était transformé en un cauchemar éveillé, qui menaçait sa liberté, sa dignité et peut-être même son avenir, tout cela à cause de la couleur de sa peau et des préjugés de ceux qui portaient un badge. Les lumières fluorescentes du poste de police de Westbrook clignotaient au-dessus de lui alors que Darius était assis enchaîné à une table en métal froid dans une petite salle d'interrogatoire sans fenêtre. Le saignement s'était arrêté, mais personne ne lui avait rien offert, pas un bandage, pas une serviette, pas même un brin de décence humaine élémentaire. Sa joue palpitait, elle était à vif et enflée, et ses poignets brûlaient là où les menottes avaient éraflé la peau. 2 heures se sont écoulées dans un silence angoissant. Finalement, la porte s'ouvrit en grinçant. Le sergent Preston entra, suivi de Matthews et Cooper, tous trois arborant une expression de suffisance et de satisfaction personnelle. « Eh bien, monsieur Whitfield,
vous avez une situation assez délicate ici, dit Preston en jetant un dossier en papier craft sur la table. Possession, résistance à l'arrestation, trouble à l'ordre public, pourrait entraîner une peine de prison sévère, surtout compte tenu de vos antécédents judiciaires. La tête de Darius se releva brusquement. Je n'ai pas d'antécédents, dit-il d'une voix aiguë. Je n'ai jamais été arrêté. Le sourire de Preston glaça la pièce. Ce n'est pas ce que notre système montre, répondit-il doucement. C'est drôle de voir comment ces erreurs informatiques se produisent parfois. L'implication était lourde dans l'air, il prévoyait de falsifier son histoire. C'est illégal, dit Darius, stabilisant sa voix alors même que son cœur battait fort. Vous avez fabriqué des preuves, vous altérez des dossiers et vous m'avez refusé à la fois des soins médicaux et un appel téléphonique. Matthews rit, le son creux et cruel. À votre avis, qui va vous croire parmi 3 agents assermentés? Mais bien sûr, a-t-il ajouté, la voix chargée de sarcasme, nous respecterons les règles, vous avez droit à un appel téléphonique. Cooper a déposé un téléphone fixe sur la table avec une touche théâtrale. Vas-y, appelle tous ceux qui s'en soucient, ricana Preston. De toute façon, votre avocat commis d'office ne sera pas disponible avant demain. Darius regarda le téléphone. Il n'avait personne à Westbrook. La plupart de ses amis militaires ont été déployés, dispersés à travers le pays. Mais il y avait un numéro dont il se souvenait, un numéro dont il n'aurait jamais pensé avoir besoin. Avec beaucoup de précaution, il décrocha le combiné, les doigts raides dans les menottes, et composa le numéro que le général Robertson lui avait donné des années auparavant. Les officiers ont souri, clairement amusés par ce qu'ils pensaient être un geste désespéré et inutile. Le téléphone a sonné 3 fois. Bureau du général Robertson, répondit une voix à l'autre bout du fil. La gorge de Darius était sèche. Ici le sergent Darius Whitfield, Marine Force Recon, à la retraite, dit-il lentement. Je dois parler au général Robertson, c'est urgent. Il y eut une pause, puis une réponse prudente. Le général est en réunion. Puis-je prendre un message? Dites-lui que c'est à propos de l'opération à Kandahar, en août 2018. Il voudra répondre à cet appel. La ligne est devenue silencieuse. Puis, un instant s'il vous plaît. L'air dans la salle d'interrogatoire a changé. Les sourires narquois des officiers s'estompèrent. Ils se regardèrent avec inquiétude. Puis une nouvelle voix est arrivée sur la ligne, calme, autoritaire, indubitable. Robertson parle. Général, dit Darius, à peine capable de contenir son soulagement, c'est Whitfield. Je suis vraiment désolé de vous contacter ainsi, monsieur, mais je suis en difficulté. Alors qu'il commençait à expliquer, les visages autour de lui changèrent. Preston tendit la main vers le téléphone, mais Darius lui tourna le dos, serrant le récepteur. Je suis au commissariat de police de Westbrook en Pennsylvanie, a-t-il déclaré. Ils m'ont arrêté dans un restaurant, m'ont mis de la drogue sur moi et menacent maintenant de falsifier mon casier judiciaire. La voix de Robertson s'assombrit instantanément. Appelez l'un des officiers, tout de suite. Preston hésita, ses mains tremblant légèrement alors qu'il acceptait le téléphone. Ici le sergent Richard Preston, du département de police de Westbrook. À qui est-ce que je parle? Ici le général William Robertson, chef d'état-major adjoint du corps des marines des États-Unis, fut la réponse, suffisamment forte pour que tout le monde l'entende. Je veux votre numéro de badge, le nom et les coordonnées de votre commandant, immédiatement. Preston pâlit. Monsieur, je pense qu'il y a eu un malentendu, nous avons affaire à une affaire de possession de drogue de routine. L'interruption de Robertson fut rapide et cinglante. Sergent Preston, je n'ai peut-être pas été clair. Darius Whitfield est l'un des marines les plus décorés de sa génération. Il a sauvé 16 vies américaines, dont celle de mon fils, lors d'une opération qui reste confidentielle. Je consulte actuellement son dossier sur mon écran, et il n'y a aucune infraction liée aux stupéfiants. La pièce était silencieuse comme une pierre. Matthews et Cooper restèrent immobiles, leurs visages vidés de leur couleur. Une équipe juridique du JAG Corps arrivera sur place dans l'heure, a poursuivi Robertson. En attendant leur arrivée, vous prodiguerez des soins médicaux au sergent Whitfield. Vous lui retirerez les menottes. Et vous conserverez toutes les preuves, y compris les images des caméras piétons qui, je vous le rappelle, sont propriété fédérale lorsqu'elles concernent les droits civiques des anciens combattants. Preston a lutté pour le contrôle. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois,
Il provoquait des troubles dans un établissement local, et nous ne faisions que réagir. Sergent Preston, interrompit sèchement le général, en ce moment même, mon bureau contacte la division des droits civiques du ministère de la Justice. Je vous conseille de bien peser vos mots. La panique s'est enflammée dans les yeux de Preston. Il couvrit le récepteur et siffla à Cooper, nous devons supprimer les images de la caméra corporelle, maintenant. Cooper hocha la tête et commença à tâtonner avec son équipement. Mais ensuite il s'est arrêté. Il ne répond pas, je ne peux pas accéder à la fonction de suppression. Matthews a vérifié son appareil. Le mien aussi, c'est comme s'il avait été verrouillé à distance. La voix de Robertson résonna une fois de plus dans le téléphone. Je vous informe également que, pour des raisons de sécurité nationale, vos images sont actuellement consultées par les services de sécurité du Pentagone. Toute tentative de modification ou de destruction constituera une infraction fédérale. Le silence était total. Suffocant. Darius regarda Helena. Elle n'était pas partie. Elle n'avait pas détourné le regard. Et elle a de nouveau soulevé son téléphone, la voix ferme. J'ai aussi des preuves vidéo, a-t-elle déclaré fermement. J'ai tout enregistré, y compris le moment où tu as mis la drogue dans sa poche. Preston se précipita vers elle, un éclair de fureur dans son mouvement. Mais Helena recula, les yeux fixes, sans jamais baisser son téléphone. Et elle ajouta, sa voix plus forte maintenant, inébranlable, et je ne supprime rien. C'est déjà sauvegardé sur mon compte cloud, supprimer ce téléphone ne vous servira à rien, gronda la voix du général dans le haut-parleur, d'une voix aiguë, autoritaire et définitive. Sergent Preston, je tiens à ce que vous compreniez clairement une chose. Demain à la même heure, soit vous aurez pleinement coopéré à l'enquête, soit vous ferez face à des accusations fédérales qui mettront fin à votre carrière et peut-être même à votre liberté. À vous de choisir. Alors que Preston s'efforçait de formuler une réponse, la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit et le chef Harold Parker entra, le visage marqué par la tension et l'incrédulité. Preston, que se passe-t-il? Je viens de recevoir un appel de la mairie m'informant que le Pentagone est impliqué dans l'une de nos arrestations. Preston, pâle et visiblement secoué, tendait le téléphone sans un mot. Sa main tremblait, mêlée d'effroi et d'incrédulité. Ce qui avait commencé comme un harcèlement routinier envers un homme noir avait dégénéré en un scandale capable de révéler des années, voire des décennies, de mauvaise conduite et de profilage racial au sein du département de police de Westbrook. Pensez-vous que dénoncer l'injustice est une responsabilité qui incombe à chaque citoyen, et pas seulement à ceux qui en subissent les conséquences? Laissez un commentaire si vous pensez qu'il faut dénoncer les discriminations, ou si vous pensez que chacun devrait simplement s'occuper de ses affaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous soutenez nos anciens combattants, quelle que soit leur origine ethnique ou leur origine, et abonnez-vous pour découvrir d'autres témoignages de courage face à l'adversité. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? La police va-t-elle se démener pour dissimuler ses agissements, ou Darius sera-t-il enfin jugé? Les révélations les plus choquantes restent à venir. Le chef Parker ferma la porte de son bureau, les stores déjà tirés pour protéger le chaos des regards indiscrets. Il se tourna brusquement vers Preston, d'une voix sifflante. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait » aboya-t-il au sergent Preston, qui se tenait raide au garde-à-vous à côté des officiers Matthews et Cooper. Le Pentagone, le ministère de la Justice et tous les médias de la région des trois États nous suivent de près. L'arrogance habituelle de Preston avait disparu, remplacée maintenant par une expression de panique à peine contenue. « Chef, nous suivions la procédure habituelle pour les personnes suspectes. Comment savions-nous qu'il avait des relations ?» Le poing de Parker s'écrasa sur son bureau, un craquement tonitruant qui fit sursauter les trois officiers. « Procédure standard ? J'ai vu les images préliminaires de la caméra corporelle. Avant que vous ne tentiez de les supprimer. Vous avez dissimulé des preuves, Preston, et maintenant, nous avons un héros militaire décoré au casier judiciaire vierge, assis dans notre caserne, le visage ensanglanté, parce que vous n'avez pas su contrôler vos préjugés pendant une seule journée. Dans l'enclos principal, les téléphones n'arrêtaient pas de sonner. L'arrestation de Darius Whitfield avait fait le buzz sur les réseaux sociaux, et la vidéo d'Helena Martinez s'était répandue comme une traînée de poudre après sa publication à sa sortie d'interrogatoire. #Justice pour Darius était en vogue dans tout le pays. Les cars des journalistes locaux avaient déjà commencé à se rassembler sur le parking. La station, autrefois un lieu de contrôle strict, tremblait désormais sous le poids d'une visibilité indésirable. Parker a décroché son téléphone portable qui sonnait,
grimaçant devant l'identification de l'appelant. Oui, Mère Keller, je comprends la gravité de la situation. Oui, monsieur, nous nous en occupons. Non, monsieur, je ne pense pas que les licencier immédiatement soit la bonne décision juridique. Je comprends les implications politiques, mais... Il raccrocha au milieu de sa phrase, poussant un soupir de frustration. Se tournant vers ses officiers, il porta le coup. Le maire veut que vos badges soient sur son bureau avant le coucher du soleil. Il rédige déjà une déclaration de distanciation sociale. Le visage de Preston devint rouge de fureur. Mon oncle nous jette sous un bus? Après tout ce qu'on a fait pour lui? Parker haussa un sourcil, la confusion fronçant ses sourcils. Ton oncle? Mère Keller. Ma mère et sa sœur, murmura Preston. Matthews se déplaça, mal à l'aise, évitant le regard de Parker. La révélation frappa Parker comme un coup de poing dans le ventre. Vous me dites que le népotisme est la raison pour laquelle vous avez survécu à 17 plaintes civiles sans même un avertissement écrit? Avant que Preston puisse répondre, un coup sec les interrompit. Le sergent de service passa la tête, la voix pressante. Chef, voici la capitaine Janelle Washington, du corps des JAG, avec des ordres fédéraux. Channel 7 diffuse en direct depuis notre hall. Parker se frotta les tempes, sentant le début d'une migraine. Dites à Washington que j'arrive. Et faites sortir les journalistes. Alors que le sergent battait en retraite, Parker se tourna vers les 3 officiers, son ton ne tolérant aucune objection. Écoutez attentivement. Vous êtes tous en congé administratif, avec effet immédiat. Remettez vos badges et vos armes au service de contrôle. Ne parlez pas à la presse. Ne quittez pas la ville. Et pour l'amour du ciel, ne contactez ni Whitfield ni personne dans ce restaurant. Les policiers sortirent, maussades et silencieux. Parker prit à nouveau son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Allô? Bill, c'est Harry Parker, de la police de Westbrook. Oui, ce Westbrook. Écoutez, à propos du sergent Whitfield. Je crois qu'il faut qu'on parle. Pendant ce temps, Darius était assis dans une salle de conférence silencieuse, sans être menotté. Un ambulancier soignait délicatement sa coupure au visage, appliquant des points de suture papillon avec une attention experte. À ses côtés, Elena Martinez refusait de partir, malgré les suggestions répétées des policiers de rentrer chez elle. Ils vont essayer d'enterrer ça, dit-elle doucement. Ils le font toujours. Darius hocha la tête, grimaçant tandis que l'antiseptique piquait sa peau déchirée. Pas cette fois. Le général ne fait pas de promesses en l'air. À l'extérieur de la gare, la foule avait doublé, puis triplé. L'information s'était répandue grâce au réseau d'anciens combattants, et des dizaines d'anciens militaires étaient arrivés beaucoup encore en uniforme partiel formant un mur protecteur entre les médias et l'entrée de la gare. Ce qui aurait pu être considéré comme un scandale local s'est transformé en une affaire nationale. Les commentateurs établissaient déjà des comparaisons avec d'autres affaires très médiatisées de brutalité policière contre des minorités. À l'intérieur, le capitaine Washington examina les preuves accumulées. Son expression s'assombrissait à chaque vidéo visionnée. Les images de la caméra piéton sont accablantes, dit-elle d'un ton sombre à Darius et Elena. La caméra de l'agent Matthews a filmé Preston en train de sortir le paquet de drogue de sa poche avant même le début de la fouille. Et les images de sécurité du restaurant le confirment à chaque seconde. Rosa Thompson entra ensuite, le visage marqué par la fureur et la détermination. Elle brandissait une clé USB, la voix ferme. Je dénonce le harcèlement dans mon restaurant depuis des années. Je n'avais jamais osé le dénoncer auparavant, mais après ce qu'ils ont fait au sergent Whitfield, je ne peux plus me taire. Alors que Washington rassemblait les dossiers accablants, le chef Parker entra dans la pièce, son expression indéchiffrable. Darius, sergent Whitfield, je vous dois des excuses au nom du département de police de Westbrook. Ce qui s'est passé aujourd'hui est inexcusable. Darius le regarda, son regard froid et mesuré. Je comprends, chef, mais il ne s'agit pas seulement d'aujourd'hui. Il s'agit d'une pratique d'abus qui remonte à des années. Parker hocha lentement la tête, la honte scintillant dans ses yeux. Je sais. C'est pourquoi j'ai appelé le général Robertson. Nous avons servi ensemble, il y a une éternité, avant que je rejoigne les forces armées. Il m'a rappelé des choses que j'avais apparemment oubliées, l'honneur et le devoir. Avant qu'il ne puisse en dire plus, les portes de la gare s'ouvrirent brusquement.
Le maire Frank Keller entra, flanqué de ses assistants et d'une équipe de tournage. D'un geste théâtral, il tendit la main à Darius. Sergent Whitfield, au nom de Westbrook, je tiens à m'excuser personnellement pour ce malheureux malentendu. Darius ne bougea pas. Malentendu, maire Keller? Vos agents m'ont mis de la drogue, m'ont agressé et ont menacé de falsifier mon casier judiciaire. Ce n'est pas un malentendu. C'est un délit. Le sourire du maire s'est figé, mais il a continué d'avancer, les caméras tournant. Soyez assurés que les responsables répondront de leurs actes. Westbrook applique une tolérance zéro à l'égard du type de comportement observé aujourd'hui. Comme sur un signal, Preston est apparu au bord de l'enclos des releveurs, toujours en uniforme malgré les ordres de désarmer. Tolérance zéro, ricana-t-il, assez fort pour que tout le monde l'entende. C'est osé de ta part, oncle Frank. Dois-je parler à tout le monde de ta tolérance zéro dans l'affaire Thompson? Ou dans la famille Jackson? Ou peut-être dans la disparition des fonds d'initiative communautaire? Le visage de Keller pâlit. Preston s'approcha, la voix plus forte. Tu n'as pas le droit de me sacrifier pour sauver ta carrière politique. Cette ville est à nous et elle le restera. Les agents de sécurité sont intervenus pour le maîtriser. Tandis qu'on le traînait dehors, il a crié à Darius par-dessus son épaule. Ce n'est pas fini, Whitfield, loin de là. Ses paroles résonnèrent lourdement. Le capitaine Washington se tourna vers le maire Keller, d'un ton sec et résolu. Monsieur le maire, je pense que nous devons élargir le champ de notre enquête. D'après ce que nous venons d'entendre, cela pourrait dépasser le cadre des services de police. Dehors, la foule avait encore grossi. Des militants avaient rejoint les vétérans, brandissant des pancartes telles des bannières de bataille. Justice pour Darius. Mettre fin aux brutalités policières. Les commerçants locaux avaient choisi leur camp. Certains arboraient des affiches, soutenaient les Bleus, tandis que d'autres proclamaient haut et fort, « Nous soutenons Darius ». La division traversait la communauté telle une faille. Et tandis que le soleil baissait, projetant une lueur dorée sur la journée la plus tumultueuse de la mémoire récente de Westbrook, Darius observait en silence. Il avait déjà connu l'injustice. Ce n'était pas nouveau. Ce qui était nouveau, c'était la réponse. Pour une fois, le système qui lui avait toujours tourné le dos était contraint d'affronter sa propre corruption. Mais la menace de Preston résonnait dans son esprit, et il savait que ce n'était pas fini. Les lignes de bataille étaient tracées. Le combat pour la justice ne faisait que commencer. Puis, perçant le crépuscule, retentit le fracas rythmé des rotors d'hélicoptères. Un hélicoptère militaire noir descendit sur le parking en face de la gare. La foule s'écarta instinctivement, les téléphones levés pour filmer l'instant où l'histoire atterrissait parmi eux. Le capitaine Washington se tenait à côté de Darius à l'entrée de la station, les yeux fixés sur l'avion qui descendait. La cavalerie est arrivée, murmura-t-elle avec un léger sourire. La porte de l'hélicoptère s'ouvrit et une silhouette imposante, haute et imposante, en sortit, vêtue de sa tenue militaire, ornée de 5 étoiles et de rangées de médailles. Le général William Robertson avançait avec détermination, flanqué de 2 policiers militaires silencieux, scrutant la scène avec une intensité maîtrisée. L'énergie de la foule changea instantanément. Les vétérans se mirent au garde-à-vous, saluant l'homme qui marchait droit vers Darius, dont le dos se redressa sans réfléchir, sa discipline militaire prenant le dessus malgré les bandages sur son visage. « Général Robertson, monsieur. » Il dit en tendant la main, « Je ne peux pas vous remercier assez d'avoir répondu à mon appel », mais le général contourna la poignée de main et embrassa plutôt Darius, un geste qui suscita des murmures d'appréciation de la part des spectateurs. « Sergent Whitfield, tout l'honneur est pour moi. Le pays vous a peut-être trahi aujourd'hui, mais je ne le ferai pas, déclara-t-il d'une voix ferme et résolue. Le maire Keller s'est alors avancé, la main tendue, suivi d'une équipe de tournage comme des ombres en quête de spectacle. Général Robertson, bienvenue à Westbrook. Je suis le maire Frank Keller et je tiens à vous assurer que nous prenons cet incident très au sérieux. Robertson le regarda froidement, ignorant la main tendue. Monsieur le maire, je ne suis pas ici pour des séances photos ou pour limiter les dégâts politiques. Je suis ici parce qu'un marine décoré a subi un traitement qui viole tout ce que notre pays représente. Il se tourna vers le capitaine Washington. Capitaine, quel est notre statut? Washington lui tendit une tablette, l'expression tendue. Monsieur, j'ai récupéré les images des caméras piétons, les témoignages et les vidéos de sécurité.
Les preuves de mauvaise conduite sont accablantes. J'ai également constaté une tendance, des incidents similaires ciblant des minorités ici à Westbrook. Le général hocha gravement la tête. Et quel est le statut juridique du sergent Whitfield? Le procureur local a déjà abandonné toutes les poursuites, invoquant un manque de preuves et une faute manifeste de la part des policiers. Cependant, nous préparons des poursuites fédérales pour violation des droits civiques contre les policiers impliqués. À l'intérieur de la station, le chef Parker observait l'arrivée du général avec une appréhension croissante. Son précédent appel téléphonique avec Robertson avait été bref mais profondément révélateur, rappelant les principes qui leur étaient autrefois chers et le lien qui les unissait dans un passé qui semblait de plus en plus lointain. Alors que le général entrait dans le bâtiment, Parker s'avança. « Général Robertson, cela fait longtemps. » L'expression de Robertson s'adoucit, mais seulement légèrement. « 20 ans, Harry. Tu étais un bon soldat autrefois. Que s'est-il passé? » Parker n'avait pas de réponse immédiate, mais la question restait en suspens entre eux, des vérités non dites resserrant l'air. Leur conversation fut soudainement interrompue par une agitation à l'entrée de la gare alors qu'Helena se précipitait à l'intérieur, visiblement secouée. « Ils viennent de menacer ma famille, dit-elle en tendant son téléphone vers Washington. Des SMS anonymes. Ils savent où habitent mes parents. Ils m'ont dit de reconsidérer ma déclaration. » Washington a pris le téléphone, documentant chaque message avec un soin professionnel et une indignation personnelle. « Nous assurons immédiatement la protection de votre famille, assura-t-elle à Helena, la voix ferme. Il s'agit désormais officiellement d'intimidation de témoins dans le cadre d'une enquête fédérale. Quelques instants plus tard, Rosa Thompson arriva, le visage pâle, la voix tendue. « Quelqu'un vient de briser les vitres de mon restaurant, a-t-elle dit. Il a laissé un mot disant « Les traîtres à leur race ont ce qu'ils méritent ». La situation s'envenimait rapidement. Darius sentit une vague de responsabilité peser sur sa poitrine, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui se tenaient à ses côtés. « Il ne s'agit plus seulement de moi, dit-il doucement au général. La communauté entière est obligée de prendre parti. » Robertson hocha la tête d'un air sombre. « C'est souvent ainsi que le changement commence, sergent. Le juste milieu disparaît, et chacun doit choisir entre le bien et le mal. » Tandis qu'il parlait, les portes de la station s'ouvrirent à nouveau et une femme remarquable, vêtue d'un costume impeccable, entra, sa carte de presse se balançant autour du cou. « Sarah Chen, Channel 7 News, » annonça-t-elle en se dirigeant droit vers Darius. « Sergent Whitfield, votre histoire a fait le tour du pays. Accepteriez-vous de nous accorder une interview exclusive sur ce qui s'est passé aujourd'hui et sur votre service militaire ?» Avant que Darius ne puisse répondre, Washington s'interposa entre eux. « Mademoiselle Chen, le sergent Whitfield est actuellement témoin dans une enquête fédérale en cours. Il ne peut pas commenter les événements d'aujourd'hui. Mais votre histoire a peut-être un autre aspect. » Chen haussa un sourcil. « Comme quoi ?» Washington fit un geste vers Rosa et Helena. « Comme le courage des citoyens ordinaires qui risquent leur propre sécurité pour dénoncer l'injustice et s'y opposer. Ou la longue histoire d'incidents similaires à Westbrook ou des incidents passés inaperçus jusqu'à présent. » Dehors, la tension était à son comble. Les partisans des deux camps se tenaient face à face au commissariat. D'un côté, vétérans et militants des droits civiques se tenaient côte à côte, provocateurs et unis. De l'autre, un groupe plus restreint, mais très actif, de partisans de la police brandissaient des pancartes et scandaient des slogans. Parmi eux, l'agent Jason Matthews a été vu en train de discuter intensément avec plusieurs fauteurs de troubles connus lors de précédentes manifestations. Mais dès que les caméras de télévision l'ont repéré, il a disparu dans la foule. À l'intérieur, le capitaine Washington avait transformé un coin de la station en centre de commandement temporaire, travaillant aux côtés du personnel militaire et du ministère de la Justice qui arrivait en nombre croissant d'heure en heure. « Nous ne nous contentons pas de nous pencher sur ce qui s'est passé aujourd'hui, » a-t-elle déclaré à Darius et aux autres. « Nous examinons toutes les plaintes déposées contre ce service ces 5 dernières années, en particulier celles concernant les minorités raciales. » Le chef Parker, observant tout cela se dérouler dans ce qui avait été autrefois son domaine incontesté, a pris une décision qui allait tout changer. Il ouvrit le tiroir de son bureau, sortit une petite clé et déverrouilla un classeur que lui seul connaissait. « Capitaine Washington, » appela-t-il d'une voix ferme mais pleine de résignation, « il y a quelque chose que vous devez voir. » Il lui a remis un épais dossier portant la mention « Enquêtes internes confidentielles ». Ces documents n'ont jamais été officiellement déposés, a-t-il admis.
des plaintes enterrées. Des témoins réduits au silence par l'intimidation. Des preuves qui ont tout simplement disparu. J'en ai conservé des copies. Pour l'assurance. Washington prit le dossier, son visage indéchiffrable. Pourquoi maintenant, chef Parker? Il jeta un coup d'œil vers la fenêtre, où la foule divisée était visible sous la lumière déclinante. Parce que Westbrook mérite mieux que ce que nous sommes devenus. Alors que le soir cédait la place à la nuit, Darius fut enfin autorisé à quitter la station. Le général Robertson avait pris des dispositions pour qu'il soit hébergé dans une base militaire voisine en attendant qu'un logement plus permanent soit trouvé. Vous bénéficierez d'une protection 24 heures sur 24, lui assura le général. Preston et ses complices ne vous approcheront pas. Alors qu'il se préparait à partir, Helena s'approcha de Darius, sa voix basse et amère. J'ai été suspendu de mon poste pour avoir troublé l'ordre public. Et l'université vient de m'appeler. Soudain, il y a un problème avec ma bourse. Darius sentit une nouvelle vague de culpabilité s'abattre sur lui. Je suis désolé que vous payiez un prix si élevé pour m'aider. Helena secoua fermement la tête. Ne t'excuse pas. Je le referai sans hésiter. Certaines choses valent la peine d'être défendues, quel qu'en soit le prix. Rosa les rejoignit et posa une main sur l'épaule d'Helena. Mon restaurant aura besoin de réparation, a-t-elle dit, mais il rouvrira demain. Et ce sera alors un lieu sûr pour tous les membres de la communauté. Sans exception. Pendant qu'il parlait, l'officier Reynolds s'approcha prudemment, son uniforme et son insigne visiblement absents. Sergent Whitfield, dit-il avec hésitation, je dois parler au capitaine Washington. Il y a des choses concernant ce service qui doivent être révélées ou des choses que j'ai vues mais que je n'ai jamais rapportées. Le groupe le regarda, surpris et sceptique. Pourquoi maintenant, demanda Darius. La voix de Reynolds tremblait de honte. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu un héros se faire traiter comme un criminel. Et je n'ai rien fait pour l'empêcher. Je ne peux plus vivre avec ça. Alors qu'il sortait de la gare, la foule divisée se figea. Silencieuse. Observatrice. Un général décoré côtoie un vétéran sans abri, une serveuse, un patron de restaurant et un ancien policier. Tous unis par la vérité. Par des principes. Par une prise de position inattendue contre l'injustice. Derrière eux, à l'intérieur de la station, le chef Parker fixait son reflet dans la vitre, confrontant l'homme qu'il était devenu et se souvenant de celui qu'il était autrefois. De l'autre côté de la rue, caché dans l'ombre, le sergent Preston observait avec une fureur glaciale son monde s'écrouler. Déjà, il préparait sa réponse, convaincu qu'il s'agissait de la trahison ultime. La bataille pour l'âme de Westbrook ne faisait que commencer, et personne ne pouvait prédire combien d'autres seraient entraînés dans son orbite avant que justice ne soit enfin rendue. Malgré tout cela, le restaurant de Rosa Thompson est resté ouvert, devenant un quartier général improbable mais inébranlable pour ceux qui soutenaient Darius et l'enquête en cours. Malgré des tentatives de vandalisme répétées et même un incendie suspect heureusement éteint avant de causer de graves dommages, Rosa a refusé de fermer ses portes ou de retirer la banderole audacieuse et provocatrice qui s'étendait désormais sur la façade de son établissement. Nous sommes aux côtés de Darius. Mon père ne pouvait pas s'asseoir au comptoir des restaurants de ce pays, a-t-elle déclaré aux journalistes, la voix ferme et le regard féroce. Je serais damné si je laissais quiconque me dire qui peut s'asseoir à mon comptoir. 6 jours après le début de l'enquête, Darius reçut une visite inattendue au camp militaire où il était détenu. Un représentant d'un prestigieux cabinet d'avocats arriva avec une offre, un important dédommagement financier de la ville de Westbrook, offert en échange de son silence, formalisé par un accord de confidentialité. 7 chiffres, monsieur Whitfield, expliqua l'avocat d'une voix doucereuse. Tout cela disparaîtra, et vous pourrez commencer une nouvelle vie, où vous le souhaitez. Darius étudia le document en silence, son regard scrutant le langage juridique froid et prudent. Puis il leva les yeux vers le général Robertson, resté dans la pièce à sa demande. « Que feriez-vous, monsieur » demanda-t-il. La réponse du général est venue sans hésitation. « Je ne peux pas te dire quoi faire, Darius, mais je peux te dire ceci, le silence acheté avec de l'argent apporte rarement la paix. » Après le départ de l'avocat, l'accord non signé, Darius prit une décision qui allait changer le cours des événements. « Je veux m'exprimer publiquement » a-t-il déclaré à Washington et Robertson. « Pas seulement sur ce qui m'est arrivé, mais sur tout ce que nous découvrons. Il faut que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé. » Le lendemain,
Alors que les préparatifs pour la première déclaration publique de Darius étaient en cours, la tragédie a frappé. L'agent Michael Taney, troisième agent impliqué dans l'arrestation de Darius, a été retrouvé mort à son domicile, apparemment d'une blessure par balle auto-infligée. Près de son corps se trouvaient des aveux manuscrits. Ces aveux impliquaient non seulement lui-même, Preston et Matthews, mais aussi plusieurs officiers supérieurs et fonctionnaires municipaux, révélant ainsi une conspiration vieille de plusieurs années visant à cibler les minorités et à dissimuler des abus. La nouvelle du suicide de Taney a bouleversé une communauté déjà divisée. Pour certains, elle a confirmé l'ampleur de la corruption qu'ils commençaient à peine à appréhender. Pour d'autres, elle a marqué ce qu'ils percevaient comme la conséquence ultime d'une chasse aux sorcières menée contre la police. Pensez-vous que le système policier est capable de se réformer de l'intérieur? Ou un contrôle externe est-il nécessaire pour instaurer un changement durable? Commentez, 1. Si vous pensez que les services de police peuvent lutter efficacement contre les préjugés et les fautes professionnelles grâce à des réformes internes. Commentez, 2. Si vous pensez que seule une surveillance indépendante peut véritablement transformer le système. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime si vous pensez que chaque personne mérite un traitement égal devant la loi, et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté qui lutte pour la justice. Quel prix êtes-vous prêt à payer pour défendre ce qui est juste? Les défis les plus difficiles pour Darius et ses alliés étaient encore à venir. La lumière du soleil du matin traversait les stores de l'appartement temporaire de Darius dans l'installation militaire, projetant des rayons dorés obliques sur la première page du Westbrook Gazette posée sur sa table de petit déjeuner. Le titre disait « Héros ou fauteur de troubles ?» Des questions se posent sur l'état mental de Whitfield. À côté du titre, une photo de Darius datant de plusieurs années auparavant hagard, usée par la bataille après une mission brutale, était juxtaposée à une image nette du général Robertson lors d'une conférence de presse. Darius soupira, sans être surpris par le changement de récit. Le capitaine Washington l'avait prévenu que cela arriverait. Ils essaieront de vous discréditer avant même que vous puissiez parler, avait-elle expliqué. C'est une tactique classique, quand les preuves sont accablantes, on attaque le messager. L'article citait des sources anonymes affirmant que Darius avait été renvoyé des marines pour des raisons psychologiques, plutôt que d'avoir terminé son service honorablement. Il insistait sur son passé de sans-abri et suggérait que son syndrome de stress post-traumatique faisait de lui un narrateur peu fiable. Il n'était fait aucune mention de la Bronze Star épinglée sur sa poitrine, ni de la Purple Hat qu'il avait obtenue, ni de la mission secrète au cours de laquelle il avait sauvé 16 vies au péril de sa vie. Son téléphone a vibré. C'était un message d'Elena. « Tu as vu les infos? Ils s'en prennent à moi aussi. » Darius alluma la télévision. Une émission matinale locale décortiquait le prétendu « passé trouble » d'Elena et s'interrogeait sur ses motivations pour avoir filmé l'arrestation. Un commentateur à l'air sévère suggéra qu'elle n'était qu'une militante en quête d'attention et animée d'un programme anti-police, et non une citoyenne concernée documentant un potentiel abus de pouvoir. Pendant ce temps, à l'hôtel de ville, de l'autre côté de la ville, le maire Frank Keller se tenait devant un groupe de journalistes soigneusement sélectionnés. Son expression était grave, sa voix posée, même si une fine couche de sueur perlait sur son front. Bien que nous prenions au sérieux toutes les allégations de mauvaise conduite, nous ne devons pas nous précipiter pour porter un jugement sur la base de vidéos éditées et de l'indignation des médias sociaux, a-t-il déclaré. Le sergent Preston et l'agent Matthews ont servi notre communauté avec distinction pendant de nombreuses années. Ils méritent la même présomption d'innocence que nous accorderions à tout citoyen. Ce que le maire n'a pas mentionné, c'est la réunion d'urgence qu'il avait convoquée la veille, un rassemblement de ses plus proches conseillers et des principaux donateurs de sa campagne. Nous devons contrôler le récit, avait-il déclaré en frappant du poing sur la table de conférence. Si cette enquête se poursuit sans contrôle, elle ne s'arrêtera pas à la police. La stratégie qu'ils ont élaborée était agressive et multidimensionnelle, discréditer les témoins clés, notamment Darius et Elena, présenter l'enquête comme une opération politique et rallier le soutien de l'opinion publique à la rhétorique habituelle de la « ligne bleue ténue ». Des pressions économiques devaient également être exercées sur quiconque soutenait publiquement l'enquête. Bientôt, les effets de cette contre-attaque furent visibles à travers Westbrook. Elena a reçu un avis de révocation de sa bourse pour « violation du code de conduite universitaire », sans toutefois fournir de précision. Ces tentatives de recours se sont heurtées à une bureaucratie inextricable. Les entreprises locales qui avaient affiché justice pour Darius des panneaux ont signalé avoir reçu des menaces de boycott. Certains ont été soudainement soumis à des inspections qui ont révélé une série d'infractions, nécessitant des corrections coûteuses. Le restaurant de Rosa a été le plus durement touché.
les inspecteurs sanitaires sont arrivés à l'improviste, évoquant une série d'infractions jamais relevées lors de leur précédente visite. Son assureur l'a informé que sa police ne serait pas renouvelée, invoquant le caractère, à haut risque, de son entreprise après l'acte de vandalisme et la tentative d'incendie. Pire encore, ses fournisseurs ont commencé à annuler leur livraison, prétextant des ruptures de stock ou des changements d'itinéraire rendant impossible la desserte de son établissement. Le capitaine Washington, examinant la situation lors d'une réunion stratégique avec le général Robertson, exprima ce qui devenait douloureusement évident. Il tente d'isoler nos témoins et nos sympathisants. Il les isole financièrement, socialement, émotionnellement jusqu'à ce qu'ils cèdent. Robertson hocha la tête d'un air sombre. Tactique de siège classique. Encercler, isoler, attendre la reddition. Mais l'opposition n'avait pas anticipé l'ingéniosité et la détermination de ses cibles. Quelques heures après avoir appris la révocation de la bourse d'Helena, Robertson a appelé un autre marine qui siégeait désormais au conseil d'administration de l'université. Dans l'après-midi, le président de l'université était confronté à des questions pointues sur le moment et les raisons de cette décision. Lorsque les problèmes d'approvisionnement de Rosa furent révélés, Washington contacta le corps logistique de l'armée. Dans la journée, les livraisons de l'intendance militaire commencèrent à arriver à la porte arrière du restaurant. « Nous prenons soin des nôtres », dit-elle à Rosa, stupéfaite, tandis que le personnel en uniforme déchargeait les caisses de marchandises. « Et pour l'instant, tu es l'une des nôtres. » L'aspect le plus insidieux de la contre-attaque s'est déroulé en ligne. Des milliers de comptes de réseaux sociaux, apparemment authentiques, ont commencé à diffuser de fausses informations sur Darius, Helena et l'enquête elle-même. Les experts en criminalistique numérique de l'équipe de Washington ont retracé ces comptes jusqu'à une poignée d'adresses IP, toutes liées à une société de relations publiques rémunérée par la campagne du maire Keller. Ils utilisent des robots et des trolls rémunérés pour manipuler l'opinion publique, a expliqué l'analyste principal, en montrant les schémas de données. Mêmes arguments. Même timing. Juste assez de variations de formulation pour échapper à la détection. En ligne, les attaques étaient impitoyables. Les mêmes présentant Darius comme un imposteur ou un vétéran instable souffrant de troubles de stress post-traumatique violents étaient omniprésents. Photos trafiquées, citations mal attribuées et mensonges éhontés saturaient le paysage numérique. Darius, à l'abri de tout cela, se concentrait sur la préparation de sa déclaration publique. Mais malgré cette protection, le poids psychologique s'alourdissait. Le sommeil devenait difficile à trouver, et les moments de calme apportaient des vagues de doute. Un soir, il s'assit à côté du général Robertson, la voix basse. « Je devrais peut-être accepter l'accord. Mettre fin à tout ça. Avant que d'autres personnes ne soient blessées. » Robertson réfléchit à cela pendant un long moment. « C'est ton choix, Darius. » Mais réfléchit l'agent tanné est resté silencieux pendant des années. C'est ce silence qui a fini par le briser. Certains fardeaux ne font qu'empirer lorsqu'on les porte seul. Plus tard dans la journée, Darius reçut une autre visite inattendue, Michelle Tanné, la veuve de l'agent Tanné. Sa demande de le voir avait suscité l'inquiétude de l'équipe. Cela pourrait être un piège, a averti Washington. Un coup monté pour vous discréditer. Mais Darius a insisté pour la rencontrer, acceptant que la conversation soit enregistrée pour sa protection. Michelle est arrivée épuisée, les yeux irrités par les larmes, la posture hésitante. « J'avais besoin de te voir, dit-elle doucement. Pour te dire que Michael, il n'a pas toujours été comme ça. Quand il a rejoint la police, il voulait aider les gens. » Elle racontait comment son mari avait changé, il était devenu colérique, renfermé, buvait davantage. Après quelques quarts de travail, il se retournait dans son sommeil, murmurant des choses qu'il avait faites, des choses qu'il ne pouvait pas défaire. Puis, elle a tendu une clé USB à Darius. Il gardait ça dans notre coffre-fort. Il m'a dit que si jamais quelque chose arrivait, je devrais le remettre à quelqu'un qui pourrait faire ce qu'il fallait. Le contenu était stupéfiant, des années de notes, d'enregistrements et de documents internes relatant les abus du département, à la fois comme une forme d'assurance et, peut-être, de rédemption. La réponse de Darius, pleine de compassion et de sincérité, a marqué un tournant. La fuite ultérieure d'images de la réunion par un agent de sécurité compatissant a complètement bouleversé le récit du maire. Voici le soi-disant vétéran dangereux, offrant grâce et compréhension à la veuve de l'homme qui avait contribué à le piéger. L'opinion publique, peu à peu tournée contre Darius en raison de la campagne de désinformation, commença à se retourner, notamment parmi ceux qui n'avaient pas encore choisi leur camp. En désespoir de cause,
les alliés du maire ont intensifié leurs actions. Le sergent Preston, jusqu'alors silencieux, a commencé à apparaître dans des programmes d'information favorables, se présentant comme une victime de persécution politique. Il démantèle les forces de l'ordre, s'est-il écrié. Ils me prennent pour un bouc émissaire. Mais derrière des portes closes, Preston s'effondrait. Sous la pression financière et juridique, abandonné par ses anciens alliés, il convoqua une réunion secrète. Il faut faire disparaître Whitfield, dit-il d'une voix pâteuse, ivre, mais terriblement sérieux. Pas de témoins, pas d'affaires. Mais Matthews, qui coopérait déjà avec les enquêteurs fédéraux, a enregistré la conversation. Le matin, Preston a été arrêté, accusé de complot en vue de commettre une subornation de témoins, entre autres crimes. Lorsque la nouvelle est tombée, Darius se tenait à sa fenêtre, regardant la police militaire patrouiller le périmètre de sa maison temporaire. La contre-attaque avait été brutale. Mais elle avait aussi révélé la corruption contre laquelle il luttait et lui avait rappelé qu'il n'était pas seul. D'Helena et Rosa à Robertson et Washington, jusqu'aux vétérans et aux citoyens ordinaires qui trouvent désormais leur voix, une nouvelle communauté s'est élevée ou une communauté engagée en faveur de la justice. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis son arrestation, Darius dormit paisiblement, aucun cauchemar ne venant interrompre son repos, sa résolution renforcée pour la route difficile qui l'attendait. C'était une affaire qu'il ne parcourait plus seul, le palais de justice fédéral de Westbrook n'avait jamais connu de mesures de sécurité aussi intenses que celles mises en place pour les procédures du grand jury. Des détecteurs de métaux, des chiens renifleurs de bombes et des agents fédéraux créaient un gant inflexible que tous les participants devaient franchir. Dans la salle d'audience C, la procureure américaine Lydia Hernandez se tenait à la barre de la justice, présentant des preuves avec une précision clinique, sa voix inébranlable alors qu'elle construisait un dossier qui s'était développé bien au-delà de l'incident initial impliquant Darius Whitfield. Ce qui a commencé comme une enquête isolée sur un seul épisode de mauvaise conduite policière a révélé un vaste réseau de corruption enraciné s'étendant jusqu'au plus haut niveau de la gouvernance de Westbrook, a-t-elle informé le grand jury, ces gestes attirant leur attention sur les vastes étalages de preuves qui remplissaient la salle comme une accusation rendue tangible. Aujourd'hui, a-t-elle déclaré, vous entendrez des témoignages démontrant comment cette corruption a infecté tous les aspects de la vie de notre communauté, mais aucun plus profondément que dans son impact sur nos résidents issus des minorités. Le premier témoin, l'analyste financier du FBI Robert Shen, a pris la parole, les mains fermes malgré le poids de ce qu'il s'apprêtait à dévoiler. Il avait passé des semaines à retracer méticuleusement les pistes financières alambiquées reliant le bureau du maire Keller à diverses sociétés écrans, qui ont finalement conduit à des comptes personnels appartenant à plusieurs officiers, dont le sergent Preston. Nous avons documenté environ 8,3 millions de dollars de subventions fédérales de développement communautaire qui ont été détournées au cours des 5 dernières années, a témoigné Shen, déployant des graphiques qui ont tracé un réseau complexe de transferts illicites, des fonds qui avaient été affectés à l'amélioration des quartiers minoritaires, aux efforts de police communautaire et aux programmes de diversité au sein du département qui avaient au contraire rempli les poches de ceux qui avaient juré de protéger. Dans une modeste salle de conférence adjacente au palais de justice, Darius Whitfield a regardé les débats se dérouler via une télévision en circuit fermé, flanqué du général Robertson et du capitaine Washington, bien qu'il ait déjà offert son propre témoignage. Il avait demandé à observer le reste de l'audience pour mieux comprendre la machine qu'il avait ciblée. Il n'a jamais été question que de moi, n'est-ce pas? Murmura-t-il alors que Shen révélait comment les fonds destinés au programme d'aide aux vétérans sans abri avaient été canalisés vers des rénovations de la maison de vacances du maire. Vous étiez une cible facile, a confirmé Washington, mais cela serait arrivé à quelqu'un d'autre si ce n'était pas vous, le système a été conçu pour s'attaquer à ceux qui sont le moins capables de résister. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, à l'université Westbrook, Helena Martinez se tenait devant le comité de discipline convoqué pour examiner la révocation de sa bourse. Contrairement à l'audience précédente où elle s'était présentée seule, elle était aujourd'hui soutenue par 2 avocats de la CLU et un représentant de la division des droits civiques du ministère de l'Éducation. L'enregistrement de Madame Martinez sur les fautes policières est protégé par le premier amendement et par les lois fédérales sur les lanceurs d'alerte, a fait valoir son avocat principal. La tentative de l'université de la pénaliser pour avoir participé à cette activité protégée constitue une violation directe de ses droits civils et peut compromettre le financement fédéral de l'institution. Le président de l'université, assis nerveusement au bord de la salle, chuchota précipitamment au prévôt, et en 30 minutes, le comité rétablit non seulement la bourse d'Helena, mais lui accorda également une allocation de service public en reconnaissance de son courage moral et de son engagement civique face à l'adversité.
Le démantèlement systématique de la contre-offensive contre Darius et ses alliés s'est poursuivi tout au long de la journée. Rosa Thompson a appris que son assurance commerciale avait été rétablie après que le commissaire aux assurances de l'État a lancé une enquête sur l'annulation suspecte. Ses fournisseurs, autrefois évasifs, ont miraculeusement découvert que leur calendrier de livraison pouvait à nouveau accueillir son client, mais les révélations les plus stupéfiantes étaient encore en train d'être découvertes au palais de justice fédéral où l'agent Jason Matthews venait de témoigner. Après avoir obtenu un accord de plaidoyer en échange de sa pleine coopération, Matthews a livré un témoignage qui a laissé le grand jury visiblement secoué. Ce n'était pas seulement du harcèlement aléatoire, a-t-il dit, sa voix basse bien que ses mains trahissent un léger tremblement. Nous avions des réunions de ciblage hebdomadaires, où les noms et les quartiers étaient identifiés, l'accent était mis sur les individus peu susceptibles de se plaindre ou d'être crus s'ils le faisaient. Matthews a mis à nu le processus d'endoctrinement par lequel les nouveaux officiers ont été intégrés dans cette culture. Ceux qui résistaient étaient punis par les pires quarts de travail ou des postes périlleux jusqu'à ce qu'ils se conforment ou démissionnent. Il a décrit un système de points qui encourageait les arrestations de minorités avec des avantages allant des affectations privilégiées aux récompenses en espèces réelles déguisées en heures supplémentaires. Le plus effrayant fut sa divulgation des protocoles de nettoyage, un manuel secret pour les incidents impliquant une force excessive ou des preuves cachées, des superviseurs à avertir, des procureurs qui feraient semblant, des juges qui accepteraient les excuses les plus minces pour cause probable. C'était un système judiciaire alternatif fonctionnant à l'intérieur du système officiel. Alors que Matthews continuait, un autre drame se déroulait au département de police de Westbrook. Le chef Parker, qui avait aidé les enquêteurs et avait remis ses dossiers, est arrivé au poste pour trouver sa carte d'accès annulée et la porte de son bureau scellée. Lors d'une réunion organisée à la hâte, la commission de police a voté pour le licencier pour violation de la confidentialité du département, bien que de nombreux commissaires soient eux-mêmes sous surveillance fédérale. Sans se laisser décourager, Parker se tenait sur les marches de la gare et faisait face à la presse. Pendant des années, je me suis dit que je protégeais le département en conservant des traces de mauvaise conduite plutôt qu'en les exposant, a-t-il avoué. Je me suis convaincu que la connaissance était une action, que la documentation était suffisante. J'avais tort, et ce manque de courage moral a permis à cette culture de corruption de prendre racine sous ma surveillance. Son aveu public, diffusé dans les médias locaux et nationaux, n'était pas seulement une confession, c'était une fenêtre sur la façon dont les bonnes intentions se transforment en complicité. De retour au palais de justice, le dernier témoin de la journée était Linda Carter, une ancienne assistante administrative du bureau du maire qui avait été licenciée 2 ans plus tôt pour avoir remis en question des transferts financiers douteux. Carter avait discrètement conservé des documents prouvant que le maire Keller avait personnellement dirigé le détournement de fonds des programmes destinés aux minorités vers des projets favorisant les donateurs politiques. Il plaisantait à ce sujet, se souvient-elle, il appelait cela la taxe sur les minorités, prenant à ceux qui ne voteraient pas pour lui de toute façon pour récompenser ceux qui le feraient. À la fin de son témoignage, la procureure américaine Hernandez s'est adressée au jury une dernière fois. « Demain, vous entendrez des victimes, a-t-elle dit, des personnes arrêtées à tort, des propriétaires d'entreprises extorqués, des employés réduits au silence, et on vous demandera ensuite s'il existe suffisamment de preuves pour inculper ceux qui sont à tous les niveaux de cette conspiration. » À l'extérieur du palais de justice, une foule s'était rassemblée, tout aussi divisée que Westbrook l'avait été depuis l'arrestation de Darius, mais quelque chose avait changé, ceux qui soutenaient l'enquête étaient désormais plus nombreux que les défenseurs du département et des dirigeants de la ville. Beaucoup tenaient des pancartes portant un nouveau slogan qui commençait à résonner dans toute la ville, « Westbrook mérite mieux ». Ce soir-là, alors que Darius se préparait à sa déclaration publique, un appel arriva de Washington. Il y a eu un développement, a-t-elle dit, la voix tendue par une urgence contenue, des lanceurs d'alerte anonymes de 3 départements voisins ont présenté des preuves d'un ciblage similaire, en particulier des vétérans issus de minorités. La documentation fournie a mis en évidence une coordination régionale entre les juridictions. Les anciens combattants, en particulier ceux de couleur, ont été systématiquement profilés, harcelés et souvent contraints de partir par le biais d'une application sélective et d'accusations fabriquées de toutes pièces. Ce n'était pas un hasard s'ils t'ont ciblé, Darius, lui a dit Washington, tu correspondais à un profil qu'il ciblait depuis des années, des vétérans issus de minorités avec un logement instable ou des besoins en santé mentale, considérés comme vulnérables et incapables de riposter. Cette révélation frappa Darius avec une clarté surprenante, son expérience ne concernait pas seulement la race ou un département corrompu, mais la trahison systématique de personnes qui avaient tout risqué pour leur pays pour ensuite rentrer chez elles et être traitées comme des êtres jetables. En absorbant cela, Darius a décidé de changer le sujet de sa déclaration à venir, il ne s'agissait plus seulement de son combat personnel pour la justice,
mais de révéler un système qui avait violé les valeurs mêmes que lui et tant d'autres avaient juré de défendre. Tard dans la nuit, avec l'aide de Washington et Robertson, il finalisa son discours. Puis, un autre changement sismique s'est produit, des agents fédéraux ont simultanément exécuté des mandats de perquisition au domicile et au bureau du maire Keller, de 4 membres du conseil municipal, du président de la commission de police et de plusieurs élites du monde des affaires. Le volume et la clarté des preuves découvertes, documents, courriels, dossiers financiers étaient stupéfiants. L'ampleur de la corruption désormais révélée dépasse de loin tout ce que l'on avait imaginé initialement, suggérant un régime clandestin qui aurait opéré sans contrôle pendant des décennies. À l'aube, un nouveau jour commença à se lever sur Westbrook, peignant le ciel de teintes d'or et de feu. Depuis la fenêtre de son logement temporaire, Darius regardait la ville s'animer, ses habitants s'éveillaient à des révélations qui allaient changer à jamais leur compréhension de leur foyer. Pour le meilleur ou pour le pire, la vérité était révélée, et avec elle, une chance rare et fragile de véritable transformation. La question qui restait était de savoir si Westbrook et par extension le pays qu'il reflétait en miniature était prêt à affronter cette vérité et à reconstruire. 6 mois après le jour où Darius Whitfield avait été injustement arrêté au Rosas Diner, le palais de justice fédéral de Westbrook était plein à craquer pour la condamnation de l'ancien sergent Richard Preston. Il était assis immobile, le visage sculpté dans la pierre, tandis que la juge Maria Gonzalez récitait les verdicts unanimes du jury, falsification de preuves, arrestation illégale, violation des droits civiques, complot, intimidation et obstruction. Monsieur Preston, commença le juge d'une voix calme mais ferme, le jury a conclu que vous avez violé les droits de Monsieur Whitfield non pas de manière isolée, mais dans le cadre d'un schéma plus large de ciblage racial, en particulier des vétérans issus de minorités. Ce tribunal considère que de tels abus de pouvoir sont parmi les plus flagrants. Preston n'a pas bronché lorsqu'elle a prononcé sa sentence, 15 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans et une interdiction permanente d'exercer les forces de l'ordre. D'autres avaient déjà été condamnés, le chef Parker a été condamné à 8 ans, le maire Keller à 20 ans, et plus de 30 personnes au total font désormais face à des condamnations fédérales. Avant d'être escorté, on a demandé à Preston s'il souhaitait parler, il s'est tourné vers Darius au premier rang entre Elena et le général Robertson et a craché. « Tu as eu de la chance, c'est tout, un appel chanceux. » Darius se leva, la salle d'audience tombant dans un silence respectueux alors qu'il s'approchait du podium. « Monsieur Preston, » commença-t-il d'un ton calme et résolu, « ce n'est pas une question de chance, c'est une question de responsabilité. Pendant des années, vous et d'autres avez agi en toute impunité, croyant vos victimes impuissantes. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de ce que vous m'avez fait, mais de tous ceux qui ont souffert en silence, qui n'avaient pas de général à appeler, pas de caméra pour prouver leur vérité. Il a scanné la pièce. Je ne te déteste pas et je ne suis pas ici pour célébrer ta punition, mais j'exige la reconnaissance du mal que tu as causé et de la confiance que tu as brisée. La justice ne se limite pas à la punition, mais vise également à guérir et à prévenir les dommages futurs. Alors qu'il retournait à son siège, les applaudissements ont éclaté, momentanément réduits au silence par le marteau du juge, mais faisant écho à l'impact de ses paroles. À l'extérieur, la foule s'est rassemblée, non pas pour protester, mais pour assister à un moment d'histoire, un chapitre final de la saga qui avait non seulement remodelé Westbrook, mais avait également déclenché des enquêtes et des réformes nationales. La transformation se propageait et elle était loin d'être terminée. De l'autre côté de la ville, Elena Martinez se tenait devant un auditorium bondé, acceptant la prestigieuse bourse Maroro pour le journalisme d'investigation. Celle-ci financerait sa dernière année d'université et son futur master. Sa documentation méticuleuse de l'arrestation de Darius et sa couverture infatigable de l'enquête en cours avaient attiré l'attention des principales chaînes d'information, dont plusieurs avaient déjà proposé des postes. Le journalisme ne se résume pas à rapporter des faits, a déclaré Elena à l'assistance attentive. Il s'agit de témoigner de l'injustice, de demander des comptes au pouvoir, surtout lorsque ce pouvoir devient abusif. Ses parents étaient assis au premier rang, les yeux brillants d'une fierté discrète. Autrefois obscurcis par la peur et visés par les menaces, ils étaient désormais assis fièrement dans la lumière, justifiés et en sécurité. L'intimidation qui avait tenté de les réduire au silence avait au contraire propulsé leur fille sous les projecteurs nationaux, symbole de courage moral et d'engagement citoyen. Pendant ce temps, de retour au Rosas Diner, désormais rebaptisé avec amour la table des vétérans, une célébration d'un autre genre s'est déroulée. Ce qui n'était autrefois qu'un modeste restaurant luttant pour survivre s'était transformé en un modèle de résilience communautaire et d'importance nationale. Rosa, utilisant sa part du règlement du recours collectif,
avait rénové l'espace et ajouté un centre de ressources pour les anciens combattants et les familles issues de minorités confrontées à la précarité du logement ou à des obstacles juridiques. Des photographies ornaient les murs des instantanés du passé douloureux de Westbrook et de sa renaissance. Ce n'est plus seulement une entreprise, a déclaré Rosa à une équipe de tournage d'un projet intitulé Le Jugement américain, c'est un rappel que faire ce qui est juste est important, même si cela vous coûte tout. Le restaurant est devenu un lieu de pèlerinage pour les politiciens, les journalistes et les militants, mais Rosa n'a jamais perdu son âme. Chaque jour, des vétérans sans-abri et des citoyens en difficulté recevaient des repas chauds, une aide à l'insertion professionnelle et une aide pour accéder aux services dont ils avaient désespérément besoin. La transformation la plus profonde s'est peut-être produite au sein même du département de police de Westbrook. L'ancienne force avait été entièrement dissoute. À sa place, un service restructuré et visionnaire a vu le jour, sous la direction de la commissaire Janelle Washington, qui avait quitté l'armée pour relever le défi. Nous construisons quelque chose d'inédit, a-t-elle déclaré lors d'un forum communautaire organisé dans le nouveau siège social, conçu avec des salles de conférences vitrées pour une transparence totale. Un service qui sert et protège véritablement chacun, avec pour fondement la responsabilité, la transparence et le respect. Une formation approfondie sur les préjugés implicites, la désescalade et la compétence culturelle étaient désormais obligatoires. Les caméras corporelles ne pouvaient plus être désactivées lors des interactions avec les citoyens. Plus particulièrement, un conseil de surveillance civile doté d'un véritable pouvoir disciplinaire a été créé, dont Darius Whitfield était l'un des premiers membres. Je n'aurais jamais imaginé travailler aux côtés des forces de l'ordre, a admis Darius lors d'une interview nationale. Mais si nous voulons un véritable changement, nous ne pouvons pas rester à l'écart et crier. Nous devons nous engager, contribuer à remodeler le système de l'intérieur. Sa propre vie avait été profondément transformée. Si l'accord financier qu'il avait finalement accepté lui avait apporté une certaine sécurité, c'est son objectif qui avait orienté son avenir. Fondation Whitfield Robertson, cofondée avec le général Robertson, avait déjà aidé des centaines d'anciens combattants sans abri à trouver un logement, à bénéficier de soins de santé mentale et à trouver un emploi. Leur plaidoyer politique avait commencé à influencer les lois nationales et étatiques, améliorant ainsi la protection des anciens combattants et des groupes marginalisés. Cet après-midi-là, après l'audience de détermination de la peine, Darius était assis dans le modeste bureau de la Fondation, vêtu d'un costume impeccable. En face de lui se trouvait James Carter, un caporal récemment démobilisé, aux prises avec un syndrome de stress post-traumatique et un statut de sans-abri, un reflet de la situation de Darius il n'y a pas si longtemps. Il y a 6 mois, je dormais dans ma voiture, comme toi maintenant, lui dit doucement Darius. Laisse-moi te montrer comment naviguer dans ce système. Il est censé te servir, mais on a souvent l'impression qu'il est contre toi. Patiemment, il a guidé James à travers le labyrinthe des documents administratifs du VA, des formulaires de logement et des orientations cliniques, offrant non seulement des conseils pratiques mais quelque chose de bien plus essentiel, l'empathie née de l'expérience vécue. Le plus important à retenir, dit doucement Darius, c'est qu'avoir besoin d'aide ne fait pas de toi un faible. Cela fait de toi un humain. Et tu mérites cette aide, non par pitié, mais pour ce que tu as déjà donné. Cette nuit-là, un rassemblement silencieux a eu lieu à accent grave. La table des vétérans Darius, Elena, Rosa, le général Robertson et le commissaire Washington étaient tous assis à l'endroit même où Darius avait été arrêté à tort. Autour d'eux se trouvaient des membres de la communauté de tous horizons, désormais membres de la commission citoyenne chargée de veiller au respect du décret de consentement fédéral. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si je n'avais pas appelé, dit Darius en baissant les yeux vers sa tasse, la voix lourde de réflexion. Combien de personnes auraient été écrasées par le silence? Elena esquissa un sourire empreint de douceur. Et parfois, je me demande ce qui se serait passé si je n'avais pas décidé d'enregistrer ce que j'ai vu, murmura-t-elle. Un simple geste peut tout bouleverser, ajouta-t-elle d'une voix ferme mais paisible. Le général Robertson acquiesça lentement, le regard grave. Le progrès, dans ce pays, n'a jamais été l'œuvre de grandes déclarations lancées du haut des tribunes par des hommes puissants, dit-il. Il a toujours germé dans les gestes modestes de citoyens ordinaires, lorsque ceux-ci ont compris que se taire n'était plus supportable. Autour d'eux, la conversation glissa vers des questions concrètes. Les prochaines étapes, les ébauches de politique, les stratégies de sensibilisation, mais une énergie nouvelle flottait dans l'air du restaurant, une énergie empreinte d'espoir calme, profond, presque sacré. Les vétérans partageaient leur repas avec des chefs d'entreprise, assis côte à côte sans hiérarchie. D'anciens ennemis discutaient avec sincérité de la police de proximité. Des bénévoles,
installées autour de cartes et de dossiers, coordonnaient des efforts pour venir en aide à d'autres villes voisines, elles aussi rongées par les mêmes injustices longtemps tues. Ce qui avait commencé comme l'arrestation injuste d'un homme, dans un silence presque banal, s'était transformé en une onde brûlante, un incendie moral traversant les consciences, mettant à nu l'injustice systémique et redonnant la parole à ceux qui, hier encore, n'en avaient aucune. Dehors, la nuit était tombée. La lumière tamisée de la nouvelle enseigne du restaurant à la table des vétérans s'étendait sur le trottoir, là où jadis les manifestants s'étaient affrontés dans la colère, la peur et l'incertitude. Les anciennes lignes de front n'avaient pas disparu. Le changement véritable ne s'installe jamais sans douleur ni résistance. Mais quelque chose avait basculé. Le débat, désormais, n'était plus de savoir s'il fallait changer, mais comment le faire bien, et surtout, pour qui. Darius se tenait près de la vitre, silencieux. Il regardait les passants défiler hommes et femmes de tous âges, toutes origines, épuisés mais porteurs d'un souffle nouveau. Et pour la première fois depuis des années, il ressentit en lui quelque chose de rare, de fragile mais indéniable, l'espérance. Ce n'était pas un optimisme naïf, un rêve aveugle qui nie les épreuves à venir. C'était un espoir enraciné dans la vérité, forgé dans le combat, poli par la douleur et la solidarité. Il avait vu des existences redressées, des institutions reconstruites, un pouvoir confisqué être repris par ceux qu'on avait trop longtemps réduits au silence. Il savait que le chemin ne serait ni court, ni doux. Mais tant que la bravoure l'emporterait sur la peur, tant que la justice oserait s'élever au-dessus du silence complice, l'histoire de Westbrook et, en miroir, celle du pays tout entier continuerait, pas à pas, à s'incliner vers ce qui est juste.